semaine dans Carnet de santé, l'espérance de vie en bonne santé connaît une hausse de près de 10 ans en Afrique. Quel est le facteur le plus important pour vivre longtemps et en bonne santé? Nous avons recueilli votre avis. Et des réfrigérateurs à énergie solaire sont utilisés pour transporter des vaccins vers des communautés isolées au Kenya. Enfin, l'OMS rebaptise les variants de la variole du singe. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'espérance de vie en bonne santé dans la région africaine a augmenté de près de 10 ans entre 2000 et 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé. D'après le rapport de l'OMS intitulé « Suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine de l'OMS 2022 », le nombre d'années en bonne santé d'une personne en Afrique est passé à 56 ans en 2019 contre 46 ans en 2000. L'amélioration de la prestation des services de santé essentiels, les progrès en matière de santé reproductive et infantile, ainsi que les avancées dans la lutte contre les maladies infectieuses sont certaines raisons qui ont contribué à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Cependant, ces progrès pourraient être compromis par l'impact de la pandémie de Covid-19, selon les experts. De plus, ils mettent en garde contre l'augmentation importante des cas de maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension. Les avancées médicales permettent de vivre plus longtemps et en bonne santé, mais de nombreuses personnes perdent la vie à cause de problèmes de santé comme le paludisme, le VIH, l'obésité et le Covid-19. Selon vous, vit-on plus longtemps maintenant par rapport aux générations précédentes? À votre avis, quel est le facteur le plus important pour une vie longue et en bonne santé? Voici quelques réactions du Nigeria. Avec toutes les maladies que nous avons vues et toutes celles à venir et les pandémies, je ne pense pas que cette génération aura une espérance de vie plus longue. Actuellement, nous disposons de nombreux équipements médicaux que ceux qui nous ont précédés n'avaient peut-être pas. Mais le défi pour notre génération est l'accessibilité de ces installations. Ceux qui y ont accès vivront certainement plus longtemps que ceux qui n'y ont pas accès. Avant, beaucoup de femmes mouraient pendant l'accouchement et les enfants mouraient de tant de maladies. Ainsi, l'amélioration de la technologie médicale a beaucoup aidé dans ce domaine. À mon avis, et ce n'est peut-être pas scientifiquement vrai, mais en regardant simplement ce que nous avons traversé depuis un certain temps maintenant, je pense que la génération ancienne vivra plus longtemps que nous. Les produits chimiques importés qui se trouvent dans notre nourriture ont eu un impact négatif sur nos vies. Nous avons un changement dans les différents types de variants de maladies, la dernière étant le Covid-19, et bien sûr, les chiffres sont très clairs sur le nombre de personnes qui sont décédées du Covid-19. Et si vous regardez les chiffres, ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Nous savons également qu'à l'époque, des maladies telles que le paludisme et d'autres faisaient des ravages et que le paludisme est encore répandu en Afrique aujourd'hui. Nous sommes donc dans une situation où nous n'avons pas éradiqué les maladies du passé et où de nouvelles maladies sont venues s'y ajouter. Et cela a des conséquences sur la vie des Nigérians et des Africains. Tout le monde devrait connaître son état de santé, ce qui signifie que les gens doivent subir un contrôle de routine qui ne peut être abordable et accessible que si les citoyens ont accès à un grand nombre de structures sanitaires. Je vois certaines personnes qui croient que la science s'est améliorée en termes de conservation des aliments, mais je pense qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de la conservation des aliments parce que si nous consommons des produits naturels, je pense que nous serons en mesure d'atteindre la longévité de nos ancêtres.
Le docteur Deborah Makel est pédiatre à l'hôpital Arusha Lutheran Medical Center. Elle nous en dit plus concernant l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie diffère selon les régions du monde et je suppose que cela dépend uniquement de l'état de santé du pays, du statut socio-économique du pays et de la démographie du pays. Nous nous attendons bien sûr à ce que l'espérance de vie soit un peu plus élevée dans les pays développés que dans les pays à faible statut socio-économique comme la Tanzanie. Il faut tenir compte du genre, de la génétique générale de la personne. Ce sont des facteurs différents mais qui influencent l'espérance de vie. L'accès aux soins de santé, le régime alimentaire, le mode de vie actuel et bien sûr la stabilité politique du pays, guerre, criminalité, etc., ont une grande influence sur l'espérance de vie. La santé de l'enfant a un impact très important sur votre espérance de vie. En tant que pédiatre, nous pensons que les 1000 premiers jours de la vie, de la naissance à moins de 5 ans, sont les plus importants pour former un enfant. Et c'est là qu'il faut faire les choses correctement, sur les plans nutritionnels et social, parce qu'ils n'ont pas seulement un impact sur la croissance de l'enfant, mais aussi sur sa santé cognitive et sur la façon dont il va évoluer à long terme. En ce qui concerne le rapport actuel, il est encourageant, en tant que clinicienne, de constater que notre espérance de vie a augmenté. Je pense que ces dernières années, il y a eu tellement de progrès dans les soins de santé, il y a également eu beaucoup de progrès économiques dans différents pays. Nous avons maintenant une population qui grandit jusqu'à l'âge adulte. Nous avons une population qui atteint les 80, 90 et 100 ans. Nous n'avons pas vraiment investi dans les soins palliatifs et à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup de maisons de retraite. Les gens grandissent jusqu'à la vieillesse, mais maintenant, que faisons-nous de ces personnes jusqu'à la vieillesse? Nous savons que la vieillesse est associée à de nombreux facteurs de risque. Nous sommes confrontés à une crise des maladies non transmissibles parmi la jeune génération. L'Organisation mondiale de la santé a rebaptisé les variants de la variole du singe en remplaçant par des chiffres romains les noms de régions africaines dans le but d'éviter toute offense culturelle ou sociale, a expliqué l'OMS dans un communiqué. Le groupe de variants du bassin du Congo est désormais CLAD 1 et CLAD 2 pour les variants de l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier se compose de 2 sous-clades. L'OMS examine également de nouveaux noms pour le virus du monkeypox dans son ensemble, jugé stigmatisant. D'autre part, des chercheurs de l'Institut de microbiologie et d'épidémiologie de Pékin ont identifié un nouveau hénipavirus détecté chez 35 patients entre 2018 et 2021. Ils affirment que la maladie nommée Langia-hénipavirus ou LEVI a probablement été transmise aux humains par la musaraigne, un mammifère ressemblant à une souris. Les patients ont signalé de la fièvre, de la fatigue, de la toux, ainsi que de l'anorexie, des myalgies et des nausées. Les chercheurs disent n'avoir observé aucun signe de transmission interhumaine. Les seules personnes à risque réel seraient donc celles qui ont des contacts fréquents et directs avec des musaraignes. Alors que les États-Unis sont sous le choc des récentes fusillades de masse, certains innovateurs se concentrent sur la prévention des décès et des blessures liées à ces incidents. Julie Tabot de VOA s'est entretenue avec quelques entrepreneurs qui ont développé des technologies de détection d'armes à feu. Récit Nanit Talani. J'ai entendu des coups de fusil. Je vois des cadavres au sol. La violence armée en Amérique a atteint des proportions épidémiques et de nombreux Américains en ont marre. Nous sommes furieux, nous sommes dégoûtés. Alors que le pays est divisé sur les droits d'accès aux armes à feu et les lois sur les contrôles des armes à feu, les récents tirs de masse dans une école, un supermarché et lors d'un défilé communautaire ont mis en lumière certaines technologies qui peuvent aider à réduire les décès par arme à feu. J'ai vu des gens faire une technologie de reconnaissance faciale et je me disais, et si nous utilisons des caméras de sécurité existantes pour détecter les armes à feu? La société de l'AIF, ZeroES, a développé un logiciel de détection d'armes à feu qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données des caméras de sécurité existantes afin de rechercher une arme à feu. Une fois que le logiciel détermine qu'un pistolet est présent, nous lançons une alerte qui passe à nos clients et irait simultanément au 911.
Roancacos Valley Regional High School, dans le New Jersey, a été le premier à mettre en œuvre le logiciel. L'école a mené un exercice de tireur actif avec la technologie qui les a conduits à la personne armée en 90 secondes environ, soit la moitié du temps qu'il a pris pour le même exercice sans la technologie. Dans ces situations, il s'agit de minimiser le temps, ce qui minimise le nombre de victimes. Parmi les grands sites publics, certains se sont tournés vers les portes de l'entreprise Evolve Technology qui ont des scanners utilisant rapidement des capteurs d'ondes millimétriques et d'autres technologies qui peuvent détecter les armes à feu et d'autres armes. Nous utilisons une technologie de pointe comme l'intelligence artificielle pour trouver et faire la distinction entre un téléphone et une arme à feu. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 300 fusillades de masse aux États-Unis cette année. Bien que ces technologies ne puissent pas garantir la prévention d'autres fusillades, elles comptent parmi les efforts visant à mieux sécuriser les espaces publics. Nora Majero est une ingénieure kenyane qui a créé Vaxibox, un réfrigérateur mobile alimenté par l'énergie solaire qui stocke et distribue en toute sécurité des vaccins destinés à des zones reculées au Kenya. Elle est la première femme dans le pays à remporter ce prix et la deuxième en Afrique. Le récit est de Rosine Munezero. Vaxibox est un réfrigérateur compact, mobile et alimenté par l'énergie solaire, conçu pour stocker et transporter les vaccins en toute sécurité vers les populations isolées. Les conteneurs de 50 litres peuvent voyager sur 2 roues. Il dispose également de 2 prises de recharge USB et possède d'autres avantages. Et c'est aussi un moyen de préserver l'environnement. Je veux dire que le réfrigérateur est alimenté par l'énergie solaire et qu'il permet de réduire la quantité de combustible fossile qui aurait été utilisé pour conserver les vaccins au froid. Et en plus de s'assurer que nous augmentons les technologies renouvelables qui sont utilisées dans le domaine de la santé. Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, insiste pour que de plus grands efforts soient faits afin d'atteindre les populations difficiles à atteindre. Les vaccins ont sauvé des millions de vies et il est important que les gouvernements s'attachent à stimuler les communautés les plus à risque, à trouver les personnes non vaccinées afin de construire le mur d'immunité vers l'objectif de 70% de vaccination. Nora se dit prête à relever ce défi. En regardant vers l'avenir, nous voulons embarquer autant d'investisseurs que possible pour venir travailler avec nous. Donc nous construisons notre propre atelier de production qui nous permettra de fabriquer plus d'unités Vaxibox et de servir notre liste d'attente croissante. Nous voulons également être préqualifiés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et obtenir leur certification. Et cette démarche nous permettra également de vendre autant de Vaxibox que possible, et littéralement en tout lieu sur le continent. Auparavant, l'infirmière Anthony Matali devait programmer les vaccinations à des jours précis. Les vaccins qu'il reçoit pour les campagnes de vaccination publiques n'étaient viables que pendant une période relativement courte. Malgré les longues files d'attente, Matali et d'autres responsables de la santé devaient refuser des personnes en attendant l'arrivée du prochain lot de vaccins. Donc, après l'installation de Vaxibox, au moins nous sommes capables de vacciner quotidiennement. Nous ne faisons plus de planning. Quand un client vient, on ne le porte pas ou on ne lui dit pas de rentrer chez lui tous les jours. Nous le faisons donc à nouveau sur une base quotidienne. Nous sommes sûrs que la plage de température que nous utilisons est correcte, car l'étiquette du réfrigérateur est là et nous contrôlons que les températures sont dans la bonne plage. Drop Access prévoit d'avoir 5 Vaxibox en circulation d'ici la fin du mois d'août. L'ingénieur Magero dit aussi qu'ils ont un protocole d'accord pour en fournir environ 10 de plus d'ici la fin de l'année. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web veafrique.com et veafrica.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.